Bonjour à tous. Alors ça me fait très très plaisir d'être ici pour deux raisons. D'abord parce que j'aime cet endroit comme si c'était chez moi. J'y ai passé 6 mois, pas en présentiel, mais voilà, j'ai beaucoup d'attaches à la Haute École de Coaching. Je remercie d'abord Philippe et Jean-Marc de m'avoir invité pour intervenir. Je suis très touchée. Et d'autant plus que je vais vous présenter quelque chose qui me tient très très à cœur. Mais avant de rentrer dans des explications sans fin, je vous propose de commencer par une petite activité. Et j'ai besoin pour ça de 2 volontaires. Est-ce que je peux avoir 2 volontaires? Je ne mange pas, merci beaucoup. Alors je vais te demander de venir me rejoindre. Oui, toi, tu ne peux pas bouger. Oui, moi je n'ai pas le droit de bouger. C'est-à-dire que si je... Tu peux me guider quand même ouais. D'accord, ok. Bon, il y a un fil ici, il y a des fils de partout. Alors, 2 personnes. Comme vous voulez. Des volontaires. Je ne force personne. C'est un peu comme ça que ça s'appelle dans ce cas-là. C'est ça. Bon courage, c'est terrible. J'en ai, ça va. Alors, je vais vous demander de... Alors, comment on peut se mettre? Parce que je suis toujours bloquée par mon fil. Vous pouvez vous mettre ici tous les deux. Je vais vous demander votre prénom, s'il vous plaît. Céline. Céline. Et Nicolas. Et Nicolas. Céline et Nicolas, est-ce que vous êtes prêts? Oui. À vivre une grande aventure? Oui. Ouais. Surtout, ouais. Ok, très bien. Céline, je vais te distribuer des papiers Ouais. que tu vas accueillir en les lisant sans rien dire. Simplement en te centrant sur ce que tu ressens lorsque tu les reçois. Ok. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais. Ok, on va commencer par toi. Céline, ton projet est magnifique. Bon travail, Céline. Tu sais toujours la bonne réponse. Céline, je suis fière de toi. J'aime ce que tu as fait. Je te félicite. Je suis impressionnée, Céline. Tu es vraiment formidable. Bravo. Magnifique, c'est exactement ce que j'attendais. Ok. Alors ton prénom, excuse-moi, je l'ai déjà oublié. Agréable, Nicolas. Pardon, je suis désolée, Nicolas. Et tu vas Nicolas, avoir des phrases. tu vas avoir le même exercice. Donc pareil, accueillir les phrases que je te donne et te centrer sur ton ressenti. Ok? Ton prénom déjà? Je plaisante. Nicolas. Alors Serge, c'est ça? C'est ça. J'ai confiance en toi. Tu peux le faire. Qu'en penses-tu? Tu as atteint ton but. Tu as réussi. Tu as trouvé la solution. Regarde tes progrès. Tu as fait de ton mieux. Continue tes efforts. Je suis reconnaissant pour ton aide. Merci. Avec plaisir. Ok. Alors, maintenant Céline, est-ce que tu peux partager avec l'Assemblée comment est-ce que tu t'es sentie lorsque tu as reçu ces phrases? Bah alors, je sais pas trop parce que à la fois, je trouve que c'est des très belles phrases. Et pour autant, je sais pas, en fait, je sais pas. Je peux te tutoyer? Bien sûr, oui, oui. En fait, je sais pas si, comment dire, si c'est lié au fait qu'il y a des phrases où tu mettais plus de ton que d'autres. Ok. Par exemple, je suis fière de toi, je suis impressionnée. Mhm. Tu vois, le fait que tu l'aies dit comme ça. Et comment tu t'es sentie lorsque je t'ai dit ces phrases-là? Ça fait du bien. Enfin, oui, Ouais. c'est joli à entendre. D'accord. Enfin, Ok. ouais. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est sympa. C'est sympa. C'est joli à entendre. Ouais. Ok. Mais qu'il me manque quelque chose. Enfin, je D'accord. trouve que les autres. Alors on va en parler. Ok, merci Céline. Nicolas, tu as le droit à la parole. Ce sont mes phrases. Oui, pardon. Eh bien justement,
On va pas vivre une On va grande en expérience parler. tous les deux, hein, mais bon. Alors Nicolas, comment est-ce que toi tu t'es senti justement? Je me suis senti aimé, Ouais. je me suis senti reconnu, Ok. stimulé, encouragé, Mhm. valorisé, mais ça c'est mon côté un peu narcissique, et presque en train de tomber amoureux. C'est quoi ton D'accord. prénom déjà? Evelyne. Ok, très bien. Donc, tu t'es senti Stimulé. stimulé, encouragé. Ok. Est-ce que vous seriez prêt à échanger vos phrases? Est-ce que toi, Céline, tu serais prête à échanger tes phrases avec Serge? Bah oui. Ouais. Ouais. Ok. Et toi, Nicolas, est-ce que tu serais prêt à échanger tes phrases avec Céline ou tu les gardes? Prêt à tout échanger. Non, mais pour de vrai. Enfin, je veux dire, C'est bien nous, sûr. un autre participant. Ça va, là. Alors, Nicolas, non, est-ce que tu tiens à garder tes phrases ou est-ce que tu souhaites plutôt avoir celles de Céline? Ah non, non, je les aime bien. Les phrases. Tu les gardes. Donc, Céline, toi, tu les échangerais volontiers, mais toi, Nicolas, tu les gardes. Oui. Ok. Je vous remercie. Je les garde. Oui, non, alors je te promets que je te les rendrai à la fin. D'accord? Je te ferai un double. Ok? Je vous invite à vous rasseoir Merci. et on va discuter de ça. Merci beaucoup aux deux volontaires. Oui, piège. Attention, il y a des fils de partout. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est ce que vous avez, vous, observateurs, pensé de cet exercice. Selon vous, sur quel référentiel est-ce qu'était Céline, d'abord? Vous avez eu l'impression que c'était de quel registre, les phrases qu'elle a reçues? Alors, c'était, il y a eu des émotions. Ok. Est-ce que, ouais? C'est ma pensée que j'ai émise. Ok. D'accord. Donc on est sur un référentiel externe finalement. Ok. Ouais, c'est juste. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Vous avez l'impression que c'était de quelle teinté de quoi ces phrases? Ok. Ouais. On était sur des compliments. Ok? On était sur des compliments. Je le note. Et alors, les phrases de Nicolas, est-ce que Nicolas l'a formulée de toute façon? On était sur quel registre? Celui de l'encouragement. Exactement. Merci beaucoup Patricia, qui participe de là où elle est. Ok, on était sur l'encouragement. Et maintenant, merci beaucoup. T'as peur pour ton fil, toi? Non, c'est pas ça. D'accord. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelle différence, alors voilà, Nicolas et Céline en ont un petit peu parlé, quelle différence vous voyez entre les deux, entre le compliment et l'encouragement? Il y a déjà ton prénom, excuse-moi? Véronique? Véronique, qui a parlé du compliment comme étant d'un référentiel, je l'ai un petit peu traduit, mais externe, c'est-à-dire que c'est moi, la personne extérieure, qui émet son avis, qui porte finalement un jugement sur la personne à laquelle je m'adresse. Ok. Du coup, l'encouragement versus, c'est un référentiel interne, c'est-à-dire que je m'adresse effectivement à la personne et je vais la faire finalement réfléchir par elle-même. Qu'est-ce que vous voyez encore comme caractéristique du compliment et de l'encouragement? Le compliment, en fait, c'est sur du présent ou sur du passé, du moins c'était sur du ressenti à ce moment-là, alors que l'encouragement, on invite la personne à poursuivre. Ok, donc je vais essayer, tu vas me dire si je suis fidèle à ce que tu dis, je vais essayer de reformuler tes propos. Est-ce que on peut dire que le compliment, ça vise finalement le résultat, ça y est, c'est là, c'est acquis, et l'encouragement, plutôt le processus, le chemin, les efforts, les progrès. D'accord, mais est-ce que je suis fidèle à ce que tu dis? D'accord. Ok, donc le compliment vise le résultat et l'encouragement, les efforts, les progrès,
l'évolution, etc. Ok, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme caractéristique? Le compliment, il est statique, tandis que l'encouragement, il est mobile. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux être plus précise? Le compliment, il est là, il est dit, donc il n'y a pas grand-chose que tu trouves sympathique, ça s'arrête là, tandis que pour l'encouragement, ça signifie que la personne est comme accompagnée, est comme menée vers un chemin positif. D'accord. C'est du mouvement, voilà. Ok. Et là, il y a quelque chose d'un petit peu statique. On n'entend pas ce qui se dit. Ah, alors est-ce qu'on va essayer de parler un peu plus fort? Qu'est-ce que... C'est toi, on t'entend. Tu reprennes en fait ce qui a été dit. D'accord, et que je redise. Très bien. Donc, le compliment, ce qui a été dit, c'est qu'on est dans un registre plutôt statique, là où l'encouragement est en mouvement. Il y a quelque chose de positif, d'évolutif. On est dans l'accompagnement de l'autre. Qu'est-ce que vous voyez encore? Moi, j'ai l'impression que Nicolas a incarné, il a reçu le message et il s'est senti concerné, un peu moins Céline. Et comme si ce qu'elle recevait ne lui appartenait pas. Ok. Et qu'elle n'a pas pu l'incarner, du coup. D'accord. Nicolas, il s'est senti aimé, il s'est senti concerné. D'accord, ok. Donc, quand on reçoit un encouragement, on se sent concerné, on se sent aimé. Lorsqu'on reçoit un compliment, on est un petit peu extérieur à ça, c'est-à-dire que ça nous est un peu... On n'y croit pas vraiment. Ça ne touche pas. Est-ce qu'elle le pense? Est-ce qu'elle... C'est désincarné. C'est désincarné. D'accord. D'ailleurs, on l'a perçu parce qu'elle ne te regardait pas. Par contre, Nicolas Oui. t'a regardé. Absolument. Oui, genre... Alors, Nicolas m'a fait un clin d'œil. Je traduis pour les gens qui ne voient pas. Ok. Céline était Tout à fait. active. Ouais. À un moment donné, elle n'était pas vraiment sûre de ce qui était dit. Elle ne le prenait pas. Elle s'interrogeait. D'accord. C'est-à-dire que est-ce que c'est teinté de méfiance? Teinté de doute. De doute. Alors, donc en fait, ton prénom, excuse-moi? Nassera. Ah oui, en plus c'est écrit. Donc Nassera disait que lorsque Céline a reçu ses compliments, elle était un petit peu dubitative, un peu dans le doute, elle ne me regardait pas, donc il y avait quelque chose d'un petit peu fuyant. C'est ça, hein? Ok. Qu'est-ce que vous voyez encore de... Pardon? Tu n'y as pas cru. Ouais, tu n'y as pas cru. Ok, qu'est-ce que vous voyez encore? Quels sont les effets de l'encouragement et les effets du compliment? Allons un petit peu sur les effets. Moi, j'étais tenté de me les approprier pour persévérer. Donc, dans ce sens-là, il y avait du mouvement, pour continuer à y aller, à donner le meilleur de moi-même, etc. Donc, c'était entraînant. D'accord. Donc tu t'es senti entraîné pour donner, je répète pour les gens qui nous suivent, entraîné à donner le meilleur de toi-même. D'accord. Ok. Donc quels sont les effets finalement sur ta personne? Si on pense sur le long terme, l'encouragement, si je te distribuais des encouragements un petit peu tous les jours, qu'est-ce que ça viendrait, qu'est-ce que ça te transmettrait comme compétence socio-émotionnelle peut-être, ou comme compétence de vie en tout cas? La confiance en soi. Pardon. Alors, la confiance en soi, l'estime de soi. Ok. Quoi d'autre? De l'énergie. De l'énergie. Ouais. Du positivisme. La motivation. Ok. Quoi d'autre encore? La responsabilisation, du bonheur, De la reconnaissance. donc du bonheur, de la reconnaissance. On l'a déjà marqué là, d'accord?
Ok. Quoi encore? De l'affirmation de soi. Ok. D'accord. Qu'apporte le compliment comme effet à long terme? Patricia a dit rien. Vous êtes d'accord? C'est un peu radical, mais Non, non, ça va. On l'écrit, on le prend. c'est clair. Est-ce que vous êtes d'accord avec Patricia? C'est un moment suspendu, moi je veux dire, c'est suspendu, ça ne va ni ça bouge pas. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose à la personne qu'on a en face? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça apporte du J'ai pas entendu. Un souvenir, comme quelque chose d'éphémère. Ouais, moi, je suis pas d'accord sur le rien. Je trouve que le compliment, il a une utilité, en fait, sur l'instant, D'accord. effectivement. Ok. Si tu as confiance en toi, je pense que du coup, tu peux le prendre et en faire quelque chose d'autre. Mais si, effectivement, ton estime et ta confiance, bon, et suivant la personne qui le dit aussi, voilà, ça peut être rien, mais ça a quand même une utilité pour moi, quand même, de me souvenir, de s'y raccrocher à un moment donné. D'accord. Ça peut Ok. faire plaisir. Ça peut faire plaisir. Mais comme tout plaisir, c'est instantané, ça ne dure pas. Une dépendance. Donc il y a un côté éphémère. Une dépendance. Dépendance de quoi à quoi? Par rapport à ce que j'ai reçu une première fois. D'accord. Ok, donc une dépendance par rapport à ce que j'ai reçu une première fois. Ok. De l'arrogance quand on m'en fait trop. Pardon. J'arrive plus à écrire. Ça déresponsabilise. Ok. Ça rend narcissique. Ok. Alors, la liste peut être encore très très longue. On va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre participation. Lorsque vous voyez ce tableau, alors je n'ai pas choisi par hasard cette activité parce que je suis quand même à la Haute École de Coaching. Lorsque vous voyez ce tableau, est-ce que ça fait écho quelque part à votre métier de coach ou à vos études de coaching? Même à un cours. Même à un cours. On se sent quand même plus en phase avec la colonne de droite. Hein. On se sent plus en phase avec la colonne de droite. Ouais. Plus proche de notre métier. Ouais. En quoi c'est plus proche de notre métier? Bien, le non-jugement, le positif, le fait de rendre autonome la personne, la responsabilité, la responsabiliser, l'accompagner, voilà, on est au cœur du métier. Hein. On est au cœur du métier, ouais. Ouais. Ouais, puis s'appuyer sur des faits. S'appuyer sur des faits concrets. La dernière phrase que tu as donnée à Nicolas, c'était « Je te remercie pour ton aide ». On aurait pu aller plus loin, effectivement, et dire « Je te remercie pour telle chose que tu as fait ». Pour avoir vidé de la vaisselle. Voilà, ça, merci. Ok. C'est concret, quoi. Ça booste, ça donne une énergie, ça donne de la motivation. L'encouragement booste, donne de l'énergie, de la motivation. Ok. Je répète, hein, je suis désolée, ça paraît bizarre, mais je répète pour les gens qui nous écoutent. Ok, d'accord. Est-ce que vous voyez autre chose qui fait écho au métier de coach? Oui. Oui, Julien. Oui, enfin, moi j'aurais voulu juste dire par rapport à ce que elle demandait. Moi, il m'a apparu que d'un côté, c'était plus des jugements, alors que de l'autre, c'était plus des faits concrets. Absolument. Tout à fait. Le compliment est tout à fait de l'ordre du jugement, là où effectivement l'encouragement est complètement dénué de jugement, puisqu'on va effectivement susciter chez l'autre de l'auto-évaluation, de l'auto-appréciation, de l'auto-réflexion. Alors que le jugement, c'est quelque chose qui dépend de moi. Je pense que tu es comme ça. Donc effectivement, on est dans le jugement. Merci Julien pour cette intervention brillante. Félicitations du jury, s'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir. Voilà, donc effectivement, j'ai choisi cet exercice-là pour faire écho à notre métier parce que lorsque j'ai toujours des connexions entre ce que je fais en discipline positive, et je vais vous en parler ensuite, et tout ce qui nous a été dit pendant les 6 mois de formation. Et c'est vrai que lorsque je suis dans l'encouragement, je suis dans toute cette bienveillance, dans toute cette empathie dont on parle beaucoup dans le coaching, dans toute cette motivation, cette énergie, cette
ce respect, cette dignité, etc., etc. Donc, c'est vrai que j'ai pris conscience davantage des bienfaits de l'encouragement. Et qui a des enfants dans cette salle? Ok. Donc, c'est vrai que quand on transpose ça à l'éducation de nos enfants, alors c'est sûr que les compliments, parfois, ça fait du bien. Tu l'as dit, Céline, c'est un petit peu comme les bonbons. C'est-à-dire qu'en prendre de temps en temps, ça fait toujours du bien. Je ne dis pas qu'il faut rayer de notre liste le compliment, mais par contre, de temps en temps. Mais faire de l'encouragement la base de notre éducation, de la même manière que faire de l'encouragement, je pense, la base de notre métier de coach, ça me semble être essentiel pour être un petit peu le moteur de ces clients qui viennent à nous avec des problématiques XY, mais qui ont besoin de cette essence. C'est comme s'ils venaient à la pompe à essence et qu'on leur mettait du samplon 95 pour leur permettre de trouver effectivement leur chemin, leur voie, prendre les bonnes décisions, etc. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité vous apporter cet exercice. Et juste on va faire un tout petit jeu d'une seconde. Si je vous dis « je suis fière de toi », on est dans quelle catégorie? On est dans le compliment. Et si je vous demandais maintenant de transformer « je suis fière de toi » en encouragement, vous diriez quoi? Tu peux être fière de toi. Est-ce que vous entendez la nuance? Et finalement, je dis exactement le même message. Simplement, la formulation va être extrêmement importante. Tu peux être fier de toi, je ne suis pas là, moi, je n'existe pas. Comme le coach n'existe pas avec son client. Enfin, il existe, mais je veux dire, voilà, je ne donne pas mon avis, j'accompagne. Ok, ça vous semble clair? D'accord. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement de la discipline positive parce que c'est quand même pour ça que je suis venue. Donc cet exercice-là est une activité très fréquente, qu'on met en place dans toutes nos formations en discipline positive. Pourquoi? Parce que l'encouragement, c'est l'un des piliers de la philosophie de la discipline positive. Alors la discipline positive, c'est quoi? C'est une méthode éducative qui vient des États-Unis, qui est fondée sur une philosophie de deux psychiatres autrichiens du 19e, fin 19e, début 20e siècle, qui sont Alfred Adler et Rudolf Dreikurs, qui étaient tous deux disciples de Freud et qui, à un moment donné, n'étaient plus en accord avec les principes freudiens. Donc, ils ont décidé de créer leur propre courant parce qu'ils ont pris conscience que l'être humain, ce n'était pas seulement un corps et une âme, mais c'était aussi un environnement. Et donc, toute l'approche systémique, la psychologie sociale, etc., émane finalement d'Adler essentiellement. Et puis plus tard, fin 20e siècle, début 21e siècle, il y a deux mamans qui étaient juste mamans au départ, grande famille, et puis qui ont craqué à un moment donné avec leurs enfants, qui juste ne s'en sortaient pas. Une a fait un burn-out, l'autre était à la limite du burn-out. Et puis elles se connaissaient, elles ont fait un petit peu d'études de psychologie, etc. Et puis un jour sont tombées sur un bouquin d'Alfred Adler et puis ont investigué un petit peu cette philosophie et ont décidé de rendre toute cette pensée qui a été modélisée ensuite par Dreikurs justement, de la rendre pratique et d'en faire des ateliers de formation pour d'abord leurs voisines, leurs voisins, et puis ensuite les parents de l'école de leurs enfants. Et puis ensuite, ça s'est étendu un petit peu, et voilà. Et puis elles sont rentrées dans les écoles, et puis les ateliers se sont multipliés. Puis la discipline positive a été importée en France en 2012 par Béatrice Sabaté, qui est une dame que je respecte énormément, qui m'a formée. J'ai eu beaucoup de chance, qui m'a formée directement. Et donc les ateliers se multiplient également en France. Donc la discipline positive, c'est finalement en 3 mots, un équilibre entre la fermeté et la bienveillance, avec au cœur de son éducation l'encouragement. Et la fermeté et la bienveillance en équilibre, ça veut dire finalement la fermeté, c'est le respect du monde de l'adulte, le cadre, et la bienveillance, c'est le respect du monde de l'enfant. Et donc c'est vraiment allier ces deux concepts qui sont très concrets finalement, comme un petit peu un train qui est sur ses rails. Si un rail est un petit peu déformé à un moment donné, le train déraille. Et pour que le train ne déraille pas, pour que ça roule, il faut que les rails soient absolument posés de manière parallèle et égale. C'est exactement la même chose avec la fermeté et la bienveillance qui sont absolument indissociables quand on veut faire de l'éducation quelque chose qui roule justement. Voilà, donc ça c'était pour un petit speech sur la discipline positive. Et puis rapidement on m'a demandé de me présenter, alors je me présente en 2 mots. Donc je suis Eve Aboukaya, je ne vous ai même pas dit mon nom au départ.
Eva Boukaya, je suis diplômée d'un Bachelor of Education, donc qui est l'équivalent d'un diplôme de professeur des écoles que j'ai fait à l'étranger. Et puis je suis venue en France, j'ai dirigé un organisme de formation BAFA-BAFD pour les animateurs et les directeurs de centres de vacances. Et puis j'en suis partie en décembre dernier. Et au milieu de tout ça, j'ai quand même voulu un petit peu étayer mes lectures éducatives, un petit peu asseoir mes convictions éducatives. Et puis je suis tombée sur le livre de Jane Nelsen qui s'appelle La discipline positive. Et je suis complètement... j'ai été presque foudroyée par ce livre en me disant, mais évidemment, c'est exactement ce que je cherche pour mes enfants. J'ai 3 enfants. Et je me suis dit, voilà, je suis convaincue, maintenant j'ai envie d'aller plus loin. Et donc je me suis formée. J'ai fait une formation d'adolescent, puis ensuite une formation pour les parents, et ensuite j'ai fait une formation de formateur parent et une formation pour les enseignants. Donc aujourd'hui, je donne un petit peu des conférences et je mets en place des ateliers pour les parents et les enseignants en discipline positive. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais il me manque des petites pièces à mon puzzle. Et je me suis orientée vers une formation en communication non violente de Marshall Rosenberg, CNV. Donc je me suis formée aux 3 modules de base. Et puis, la Haute École de Coaching a croisé mon chemin par une amie qui m'a vivement conseillé de venir et je ne l'ai absolument pas regretté. Et donc, je sors depuis le mois de juillet, certifiée coach. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, je me sens cohérente avec tout ce que j'ai entrepris puisque discipline positive, CNV, coaching, voilà, la boucle est bouclée. Et j'ai eu la chance d'avoir été contactée par les éditions Marabout qui m'ont demandé d'écrire un livre sur l'éducation positive, mais sur un ton hilarant. Voilà, c'est un exercice un petit peu particulier, mais comme j'aime l'humour et que j'aime l'éducation, ça tombait bien. Donc du coup, j'ai écrit ce livre. Alors j'ai mon assistant qui va vous montrer les... Bah, je peux profiter maintenant. Hein. C'est nous qui étions tes assistants. Donc voilà, le livre ressemble à ça et je suis très très contente parce que, merci beaucoup Jean-Marc, parce que le livre se vend très très bien. Voilà, Marabout est ravi du résultat, donc vas-y, je t'en prie. Et du coup, on en a quelques exemplaires, donc si vous avez envie de l'acheter avec plaisir, de le conseiller avec plaisir aussi, c'est 7,90 € le livre, donc c'est pas très très onéreux et apparemment on se parle bien et en plus de ça on a des outils éducatifs assez pertinents qui sont donc issus de la discipline positive. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère avoir peut-être donné envie à certains d'entre vous de lire mon livre, celui de la discipline positive de Jane Nelsen. Vous avez des questions? Moi j'en ai une. Céline, je t'écoute. Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as quelque chose où on peut aller voir ce que tu fais? Alors, c'est une très bonne question. Alors, mon site internet est en construction. C'est-à-dire que je suis en train, avec mes petites mains, de le mettre en place. Donc, il n'est pas encore prêt, mais bientôt. Par contre, j'ai une page Facebook donc, qui s'appelle Positive Up. Donc, ça, c'est le nom de ma future entreprise. Positive Up. Donc, si vous tapez Positive Up Eva Boukaya sur Facebook, vous allez me trouver. Effectivement, je poste beaucoup de vidéos que j'ai tournées avec 0+0, le gang des parents, qui tourne des vidéos avec des experts du domaine de la parentalité. Et puis, vous trouverez aussi des articles, etc., tant sur le coaching que sur l'éducation. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je serais ravie d'y répondre. Oui. Alors, il y a des formations qui sont en train d'être étudiées justement. On est en train de se réunir par comité pour élaborer un petit peu, pour mettre en place des formations qui soient spécifiques. Cela étant, les outils de discipline positive travaillent sur énormément voilà, je pense que si tu me poses la question, c'est que tu entends aussi derrière tout ça toute la bienveillance et toute... Alors, on y travaille, il n'y a pas encore de formation spécifique, mais voilà, on y travaille. Vous avez encore d'autres questions? Vous êtes fatigué? Vous en avez marre? Je voudrais juste faire une... Après. Ah bah si. Tu évoquais la communication
reprends la question. C'est un peu, voilà. Confus. Voilà. D'accord. Ton prénom? Céline aussi, d'accord. Donc Céline demandait, elle disait que j'avais parlé de communication non violente, de discipline positive, de coaching, enfin tout se mélange un petit peu. Quelles sont les différences dans toutes ces approches? Alors écoute, j'y ai trouvé plutôt des points communs que des différences. Simplement pour distinguer un petit peu, je dirais que la communication non violente va essentiellement travailler sur les émotions et sur le conflit, la gestion de conflit. C'est-à-dire que je vais vraiment essayer d'identifier mes besoins. Donc on est sur un vrai travail d'identification des besoins et on va essayer d'élaborer un registre plus large justement des émotions, ne pas s'arrêter aux 4 émotions primaires, mais essayer d'étayer un petit peu notre vocabulaire sur les émotions, ce qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin sur l'expression ensuite de son besoin. Donc c'est l'identification de son besoin, l'expression de son besoin à l'autre, de manière à extraire l'autre justement de ce qui ne va pas chez moi, de ma colère par exemple, ça marche très très bien dans le cas des colères. Au lieu de dire à l'autre, écoute, tu m'as blessé, je vais plutôt dire, je me sens blessé. Donc, on va garder des messages en jeu, de façon à extraire l'autre, qu'il ne se sente pas agressé, et pour de suite mettre fin à un conflit, enfin, on tue le conflit dans l'œuf, finalement. C'est un petit peu le principe de la communication non violente. Absolument. Donc, j'utilise effectivement la communication non violente dans mes ateliers parents. Inévitablement, de toute façon, c'est connecté. C'est-à-dire que la discipline positive, de toute façon, avec toute sa fermeté, sa bienveillance, son encouragement et puis ses principes de respect mutuel, de toute façon, travaille beaucoup sur le fait qu'on extrait l'autre de toutes ces émotions désagréables, etc., de façon à ne pas rentrer, ne pas créer de conflit finalement. Alors les conflits existent, il ne s'agit pas de tout gommer, les conflits n'existent pas et puis on vit dans un monde de bisounours. Ça existe. Simplement, effectivement, on va utiliser des outils qui vont permettre un petit peu de désamorcer tout ça, de se calmer, de prendre soin de soi pour pouvoir par ailleurs prendre soin des autres. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Ça peut s'imbriquer. Un exemple d'atelier de discipline positive ou de communication avec les enfants, ça pourrait les amener à mieux préciser ce qu'ils ressentent par rapport à un événement. Alors, est-ce que la communication non violente peut amener les enfants à exprimer? Si on fait un atelier de discipline avec les enfants. Oui, on ne le fait pas avec les enfants. Un atelier de discipline positive est dédié aux parents. Par contre, il existe, et c'est très répandu, des ateliers de discipline positive dans la classe. Alors ça ne s'appelle pas un atelier de discipline positive, mais il y a des temps de discipline positive dans les classes, là où les directeurs d'établissement veulent bien nous laisser rentrer. Ça se répand de plus en plus. Il y a de plus en plus d'écoles qui, effectivement, nous laissent rentrer pour pouvoir avoir une heure hebdomadaire avec les enfants, où on va introduire des principes de discipline positive avec la classe, dans la classe. Alors, ça va être l'élaboration du cadre de vie de la classe en début d'année, par exemple. On ne va pas écrire une affiche sur le mur en disant « on n'a pas le droit de crier en classe », on ne peut pas participer sans lever la main, etc., etc., etc. Mais on va plutôt faire... Alors, j'ai oublié de vous dire un mot quand même très important qui est la coopération. Et la coopération, c'est fondamental dans la discipline positive. C'est-à-dire que tout va se faire en co-construction, en coopération. Tout marche à partir du moment où j'adhère. Et je n'adhère que si je participe. Et les principes adlériens, c'est justement se sentir appartenir. Il a évoqué en fait 2 besoins essentiels, ce qui a fait qu'ils se sont divisés de la pensée freudienne. C'est que l'être humain a besoin d'appartenir à un groupe et a besoin d'y contribuer. C'est un besoin d'importance. Et quand j'appartiens et que je contribue, je coopère. C'est vraiment une équation presque mathématique. Et c'est exactement ce qui se passe dans la classe lorsqu'on est en lien avec les enfants. Et c'est ce qu'on transmet en transversal à travers nos ateliers. Alors, quel lien et quelle complémentarité on peut avoir avec le coaching scolaire, le coaching d'ado? Alors, je te dirai ça quand je ferai mes formations, puisque figure-toi que je me suis inscrite aux formations. Mais oui, non, je peux imaginer des connexions. C'est-à-dire que le coaching d'adolescent, de toute façon, c'est pour accueillir l'adolescent. Donc, justement, je veux m'inscrire à cette formation parce que
utiliser des outils de discipline positive directement avec les adolescents, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire mettre à disposition, travailler avec lui à travers des principes éducatifs en lesquels je crois et qui sont très respectueux et qui permettront de faire qu'il aille mieux et qu'il coopère mieux peut-être dans sa famille si ces problématiques-là existent. Ce que je voulais faire toucher du doigt, c'est en fait l'interactivité. Parce que la difficulté qu'on a dans le coaching d'adolescents, c'est qu'on coach l'adolescent. D'abord, l'adolescent, c'est pas lui qui va venir au démarrage, c'est les parents qui viennent, faut-il encore qu'ils soient d'accord, pour venir être coaché par quelqu'un. Les ados adorent ça, parce que c'est le côté coach, il y a le côté fun qui leur convient, ce qui fait que la mayonnaise prend assez facilement. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la demande des parents pour que l'adolescent soit coaché, il y a souvent derrière, en fait, une demande non exprimée qui vient des parents. Et ce type d'approche permet d'amener en fait un complément, c'est-à-dire d'avoir un travail de fond qui est fait avec l'adolescent, mais aussi d'y faire le lien avec ses propres parents. Le coaching d'ado n'est pas séparé du cercle de la parentalité. Ça n'aurait pas de sens. Il est, quand il est en pleine transformation dans différents domaines, mais c'est fait dans un cadre entre autres, dans un cadre familial. Et les réponses, dans certains cas de l'adolescent, peuvent venir de problématiques ou d'expressions ou de façon de s'exprimer sur la partie éducative. Et le fait d'avoir, c'était un petit peu l'idée que je voulais en exprimer, c'était de dire qu'on pouvait apporter des compléments en travaillant avec l'adolescent, se retrouver en fait à travailler ensuite derrière avec les parents. Tout à fait. Ok. Oui, tout à fait. Absolument. Donc voilà, mais les liens me semblent absolument évidents. Aude disait qu'elle fait du coaching, elle est coach scolaire essentiellement, et elle s'identifie beaucoup à ce qu'on a dit autour de l'encouragement, puisqu'elle a des enfants qui se sentent souvent en incapacité, qui ne se rendent pas compte de leur progrès, etc. Et que là, l'encouragement peut vraiment les aider à surmonter justement ces obstacles et à avancer dans le cadre de la reformulation dans le coaching. Absolument, oui, tout à fait. Geneviève. Bonjour. Bonjour. Je viens juste d'avoir le son, c'est pour ça. Mais par contre, j'ai suivi ce que tu as dit, Philippe, là, et je voulais rebondir sur ce que disait Philippe. Alors moi, je suis intervenue dans les écoles sur le décrocheur scolaire cette année. Et effectivement, je pense que ce que tu disais aussi, Eva, et ce que disait Philippe, c'est que quand on utilise le coaching, on est quand même beaucoup aussi dans la construction et la coopération. Et ce que j'ai trouvé, en fait, qui ressemblait à ce que j'utilise dans ce que tu as un peu expliqué, Eva, c'est que moi, j'utilise l'approche narrative, qui est aussi une approche positive, et qui justement permet au niveau des ados de toujours les connecter à leur partie positive. Ce qui fait que ça leur permet, en partant de leurs atouts et de leur côté positif, de mieux expliquer pourquoi il y a eu un grain de sable et qu'à un moment il y a pu avoir un problème de discipline en classe ou des choses comme ça, ou de décrochage scolaire. Et je pense qu'il y a des similitudes avec ce que tu disais de discipline positive. D'accord. C'est vraiment pour dire que le coaching, oui, il y a la reformulation, mais il y a aussi tout le côté construction qu'on fait vraiment avec les ados. Absolument. Et avec l'adulte aussi d'ailleurs, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. Je vous remercie d'enrichir et de faire ces connexions entre le coaching et la discipline positive. C'est vraiment chouette. Est-ce que d'autres ont des questions, des interventions à faire ? Je veux bien partager une expérience si ça vous intéresse. Ils ont mis... Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui. Mais on est... J'entendais plus de bruit. Ils ont mis en place, ici à Maurice, où on a des échecs scolaires sur les écoles du gouvernement qui sont assez importants. Ils ont commencé à implanter le programme des Amis Tipeee, qui est un programme canadien qui vise à exprimer, enfin à aider les enfants à exprimer leurs émotions. Et aujourd'hui, c'est mis en place sur les petites classes, donc des enfants de 6 ans, mon fils a 6 ans,
Et on a vu en l'espace de 9 mois d'énormes changements dans ses façons de réagir. Plutôt que de se mettre en colère et de faire des caprices quand il ressentait de la frustration, aujourd'hui, c'est mettre un mot dessus. Absolument. Et non seulement il sait mettre un mot, mais en plus il sait le gérer, on va dire calmement. Et ils ont fait tout un parcours sur les émotions, sur les sentiments, sur les interactions sociales. Ce trimestre était consacré, enfin ce trimestre, nous on est en année décalée, notre année scolaire va de janvier à décembre. Donc on a fait la pause d'hiver au mois de juillet-août et en reprise au mois d'août, ils sont allés visiter un cimetière pour arriver à appréhender ce qu'était la perte et tout le travail des émotions autour. Et c'est vrai qu'en tant que parent, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant dans la mesure où j'ai vraiment vu mon enfant évoluer dans le sens de je m'exprime et surtout je sais respecter l'autre. Je ne vais plus dans la sphère de l'autre. Oui. Il y a eu un énorme changement entre l'avant Amidipi et l'après Amidipi. C'est un programme canadien qui est mis en place de plus en plus dans les pays du Commonwealth et qui apparemment fait qu'on a des taux de réussite un peu plus élevés aux examens et dans un peu moins d'échecs scolaires. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, c'est très intéressant et effectivement le respect des émotions, de ses propres émotions et de celles des autres, le respect de soi et le respect des autres, c'est-à-dire apprendre non pas seulement à appréhender les émotions, il ne s'agit pas de les apprivoiser, mais plutôt de savoir effectivement mettre un mot dessus et de pouvoir les exprimer et avoir derrière des outils pour que les choses redescendent. Vraiment, enfin, je trouve que c'est très important et c'est justement ce que je disais par rapport à la communication non violente qui travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que le fait de pouvoir poser un mot sur ce qui m'habite à l'intérieur, ça me permet déjà, je mets en marche en fait une partie de mon cerveau qui est une partie qui résonne, une partie logique dans le cortex préfrontal, là où je reste connectée, c'est-à-dire mes émotions restent connectées à ma logique. Et alors que lorsque je pique une colère et que ma partie raisonnable et la logique se déconnectent complètement de mes émotions. Donc c'est vrai que mettre un mot dessus, ça permet, c'est vraiment très important pour les enfants et même pour les adultes. Et c'est ce que fait la communication non violente, la discipline positive, et c'est là qu'il y a énormément de il y a une étude qui a été faite aux États-Unis dans une école dans laquelle on a pris une classe, on a divisé la classe en deux. On a fait 2 groupes d'enfants. Le groupe A été dans une salle, le groupe B dans une autre salle. On a dit au groupe A, on leur a demandé de faire un dessin. Ils ont terminé le dessin, on leur a donné un bonbon, qui est donc une récompense qu'on peut effectivement assimiler au compliment, puisqu'on est sur un référentiel externe. Je donne un bonbon. Le groupe B, on lui a demandé de faire un dessin également. Et le groupe B a fait un dessin et merci beaucoup, vous pouvez être fiers de votre dessin, vous pouvez rentrer chez vous. Ok. Le lendemain, on a refait exactement les mêmes groupes. On a demandé au groupe A de faire leur dessin. Selon vous, qu'est-ce qu'ils ont fait comme dessin? Et là, je m'adresse à ceux qui nous regardent. Ceux qui ont eu les bonbons? Ouais. Ils ont dû faire le même dessin pour avoir la même récompense. Exactement. Ils ont fait le même dessin pour avoir leur bonbon. Et qu'a fait le groupe B? Un autre dessin. Un autre dessin. Donc ils ont créé, donc Jean-Marc parlait justement de oser, c'est créer, et ne pas avoir de dépendance de l'autre, c'est faire autre chose, c'est développer des talents. Et cette étude-là est très parlante par rapport à tout ce qu'on a dit sur le compliment versus l'encouragement. C'est bon, vous m'avez entendu? Oui, merci. Ils sont tous partis. Là. Je vous ai effrayé, qu'est-ce qui se passe? Les micros sont coupés. Ah d'accord, ok. Voilà, merci Jean-Marc pour cette étude. Tu l'as parfaitement retranscrite. Bravo. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions ou je me rassois? Oui. Ouais, alors c'est une question qui revient souvent. En fait, oui, pardon. Est-ce que la discipline positive marche pour tous les enfants ou seulement pour une catégorie d'enfants ou certaines catégories d'enfants? Il se trouve que la discipline positive, c'est plus qu'une palette d'outils, c'est une démarche.
Lorsqu'on met en place un système à la fois ferme et bienveillant, fondé sur l'encouragement, sur le respect mutuel, etc., ce sont de toute façon des valeurs qui ne peuvent que fonctionner avec l'être humain, surtout partant du postulat qui est plus qu'une hypothèse, mais une certitude, comme je vous le disais, que l'être humain a besoin d'appartenir et de contribuer. Donc, on peut simplement piocher parmi les tonnes d'activités qui existent en discipline positive, les tonnes d'outils qui existent, qu'on met à disposition des parents pour telle ou telle problématique ou tel enfant. C'est sûr que des choses vont peut-être mieux fonctionner avec certains enfants que d'autres. Et c'est justement le luxe qu'on a, c'est qu'il y a une palette infinie d'outils. Mais la démarche, cette approche, c'est vraiment un mode de vie, quoi. C'est un mode de vie qui ne peut que fonctionner avec tous. J'ai répondu à ta question ? Oui. Ok. La question aussi pour les parents. Est-ce que ça marche avec tous les parents ? Alors ça marche. Ouais. Est-ce que ça marche avec tous les parents ? Ça marche déjà avec les parents qui vont décider d'aborder ce genre d'approche éducative. Parce que c'est vrai que si je ne suis pas sensible... Comme le coaching. Absolument. C'est-à-dire que c'est une démarche comme la thérapie. C'est-à-dire que c'est une démarche personnelle à partir du moment... Oui, il faut qu'il y ait adhésion, absolument. C'est-à-dire que je ne peux pas... j'ai déjà eu des discussions très intéressantes avec même des gens de mon entourage et des amis qui n'adhèrent absolument pas aux pédagogies alternatives, qui entendent en plus derrière la discipline positive quelque chose de un mode laxiste éducatif, alors que c'est tout à fait opposé au laxisme. C'est justement ni du laxisme ni de l'autoritarisme, c'est justement cet entre-deux, ce juste milieu qu'on essaye de mettre en place, qu'on vise à, et c'est vraiment un travail sur soi chaque jour. Mais je pense que celui qui aborde cette approche, ou une autre approche, c'est déjà quelqu'un qui est capable de remettre en question ses pratiques éducatives et surtout de travailler sur soi. Moi, je n'ai jamais autant travaillé sur moi que depuis ces 5 dernières années où j'ai eu le premier jour entre mes mains le livre de Jane Nelson, La discipline positive. Et c'est à partir de là que je ne me suis jamais autant modifiée que ces 5 dernières années. Et je pense que il faut d'abord effectivement être sensibilisé et adhérer pour pouvoir être capable déjà de soulever ces montagnes, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est une démarche à long terme et c'est pas un coup de baguette magique, ça n'existe pas. Il ne faut pas croire si on vous dit la discipline positive, vous allez voir, pendant une semaine vous mettez ça en place et puis vous verrez dans une semaine, plus de problème. Non, c'est faux. Pourquoi regarder le mot discipline ? Parce que discipline, c'est la racine du mot latin de discipline, alors je ne me souviens plus exactement, mais c'est disciplina. Il y a discipulus aussi qui veut dire en fait élève. Voilà. Et élève, c'est simplement quelqu'un à qui on transmet quelque chose. Donc en fait, le mot discipline, le sens du mot discipline a été complètement écorché par la langue française et on y entend aujourd'hui un sens qui est biaisé. Alors que le sens premier, c'est effectivement la transmission d'un savoir. Je me suis beaucoup interrogée là-dessus aussi. Et ce sont des personnes en souffrance qui elles-mêmes ont été. Je pense que la discipline, c'est une philosophie de vie. Et on fait ce qu'on peut pour les adultes en cours, mais on peut mettre le paquet pour les jeunes. Les adultes de demain. Changer l'humanité de demain. Absolument. Avec les enfants d'aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Et faire ce qu'on peut avec les enfants, avec les grands en coaching. Hier soir. Mais vraiment, au niveau de la construction, je pense que même le parent le plus... moi, je me suis retrouvée sur des dossiers assez lourds et il n'y a aucun parent qui frappe un enfant. Je sais, ça peut paraître compliqué, mais parce que c'est plaisir. Et quelque part, il y a une souffrance. Voilà, alors après, oui. Et puis il y a aussi des ras-le-bol. Oui. Il y a de toute façon une souffrance à la base. Oui. En tous les cas, quelque chose qui... Un enfant qui naît par essence ne naît pas... on ne naît pas maltraitant ou violent. Oui, absolument. Mais là, tu soulèves un point très, très important. C'est un souffle long cours qu'il faut absolument... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... Ouais. Mais c'est vrai qu'on est dans une société en pleine mutation, depuis les droits de l'homme déjà. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une société d'immédiateté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parle toujours dans mes conférences, l'accès au savoir est totalement différent d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en un clic, on a accès au savoir.
Donc on est dans une immédiateté, un résultat tout de suite maintenant, et les parents c'est pareil, c'est-à-dire qu'on accompagne ça, parfois dans le mauvais sens, en se disant le résultat je veux qu'il soit immédiat. Donc maintenant je veux que tu ailles au lit, maintenant tout de suite, je veux que tu fasses tes devoirs tout de suite maintenant. Mais je suis en train de jouer, oui mais je m'en fous, c'est maintenant tout de suite. C'est-à-dire qu'on est vraiment éduqué à l'immédiateté. Et on oublie parfois qu'on a quand même on est quand même en face d'enfants, des individus à part entière qui ont leurs propres besoins, leur propre rythme, leurs propres désirs, leurs propres attentes, et qu'il faut quand même, on ne peut pas on ne peut pas oublier ça, on ne peut pas vivre sans avoir ça en conscience. Qui me semble quand même très important, c'est que il y a quand même une dimension lorsqu'on pète un plomb. C'est clairement ce qui se passe lorsque le couvercle de la marmite saute et qu'on peut effectivement franchir cette barrière de violence physique, verbale à l'égard de nos enfants ou à l'égard d'un adulte d'ailleurs. C'est aussi probablement parce que, alors il y a peut-être un problème de gestion d'émotions, c'est pas forcément parce qu'on est écorché, mais ça peut être aussi simplement parce qu'on ne prend pas assez soin de soi. Ah, le tapis est très joli. Voilà, il y a quand même un besoin, c'est-à-dire il faut prendre conscience qu'on est obligé de prendre soin de soi, encore une fois, pour pouvoir prendre soin des autres. Et on ne prend pas assez soin de soi, c'est clair et net. Et dans une ville comme Paris, par exemple, où on passe notre temps à courir, et on va là, et on se lève le matin, et depuis le moment où on se lève le matin jusqu'au moment où on va se coucher le soir, qui prend soin de lui dans cette salle ? Ok. C'est-à-dire qui vraiment fait des choses qu'il aime en dehors de son métier, en dehors du métier. Ok, mais vous voyez, ça correspond à peine à la louche à 1/6 de la salle, je dirais. C'est-à-dire que c'est très peu, et voilà, et c'est commun à... C'est un gros pourcentage. Non mais voilà, donc c'est pour dire que c'est pas étonnant qu'à un moment donné le couvercle saute. Donc comment faire pour faire redescendre un petit peu ces émotions? Alors effectivement il y a tous ces outils de communication non violente, etc. et autres, et il y a aussi le fait de pouvoir prendre soin de soi. Et c'est exactement la démarche du coach avec son coaché. C'est-à-dire que voilà, on va aller chercher effectivement à mettre en place des choses pratico-pratiques dans notre quotidien pour prendre soin de soi et prendre en main notre vie, quoi. Et reprendre en main sa vie, ça passe par le loisir, le plaisir, etc. etc. Je redonne juste ce que j'ai dit à la nouvelle session cette semaine, qui est que dans une session de coach qui commence traditionnelle, il y a environ 20% des gens qui ont déjà été coachés au moment où ils commencent leur apprentissage. Dans les sessions au sein de la haute école, par exemple, la junior school, ce chiffre se monte à 80%. C'est-à-dire que la jeune génération, et ça vient alimenter le propos, c'est-à-dire la jeune génération, celle qui a moins de 30 ans aujourd'hui, le fait de s'occuper de soi et d'un moment donné d'avoir un coach à sa disposition quand j'en ai besoin, bah voilà, je l'utilise facilement. Et ça veut dire aussi pour nous, je le répète, que c'est un gage finalement d'avenir, parce que ça veut dire que cette génération entérine le fait que le coaching, c'est un élément comme un autre. C'est pas une nouveauté, c'est pas une espèce d'ovni qui n'aura qu'un temps et qui disparaîtra. Cette nouvelle génération est en train de creuser un sillon permanent aussi. D'accord ? Voilà, c'était pour vous dire. Heureusement, il y a de l'avenir. Heureusement, il y a effectivement des plus jeunes qui, eux, ont déjà cet esprit de « et comment je m'occupe de moi, quand j'ai besoin ». Voilà. Et deuxième chose, je voulais dire par rapport à ce que tu disais, Eve, sur l'immédiateté. Moi, j'ai toujours été, la première fois, surpris. Et après, j'ai eu l'habitude du discours du proviseur du collège de mes gamins. Qui, quand les gamins arrivent en 6e, alors aujourd'hui mes deux grands sont en 3e et en 4e, dit aux parents, plus fort, dit aux parents, il faut le savoir aujourd'hui, les enfants peuvent savoir autant de choses que leurs professeurs. Mais oui. Et donc les professeurs, dans leur pédagogie, ont nécessité à prendre cela en compte.
c'est aussi valable dans la formation professionnelle. Parce que justement, les gamins, aujourd'hui, ont accès au savoir. Et regardez, pour ceux qui ont des ados, ça arrive qu'ils vous disent « Tu connais pas ça? Tu sais pas ça ?» Alors, il n'y a pas que là-dessus. Hein. D'accord? Tu connais pas ça? Rappelez-vous, vous, pour ceux qui ont à peu près mon âge, c'est-à-dire moins de 75, comment vous vous comportiez adolescent avec vos parents? À part ceux qui étaient punk et qui étaient nos petits, quoi. Mais, hein, d'accord? Franchement. Voilà, donc il y a vraiment un décalage. Ils ont accès au savoir et en plus ils remettent en cause notre savoir. Mais bien sûr. Enfin, on est très content de montrer qu'on sait les choses. Hein, on va dire, attends, je reviens. sûr? Non, parce que là, sur Google, ils disent que... Voilà, donc ils ont du savoir et ils remettent en cause le savoir. On n'est plus le sachant. Ouais, on n'est plus le tout-puissant. Ouais. Bah, ça remet les idées en place. Je peux tout à fait venir faire je fais des conférences un petit peu dans les écoles, des formations pour les enseignants, etc. Je suis en train de travailler mon offre pour voir justement comment je peux rentrer dans le monde de l'entreprise de manière plus large. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une idée, si vous pensez à une structure, si vous travaillez dans une structure dans laquelle vous pensez que la discipline positive pourrait s'adapter. Alors évidemment, c'est une méthode éducative, cela étant, ça peut vraiment s'adapter avec la communication non violente dans tous les problèmes de conflit, de gestion de conflit, etc. Je suis vraiment partante. Et au management du manière. Oui, absolument. Donc vraiment, voilà, si vous avez envie de prendre mes coordonnées, je vous les donne avec plaisir, je vais vous les écrire d'ailleurs. Et puis, je serais ravie de contribuer, encore une fois, à toute cette révolution qu'on est en train de vivre en live. Et n'oublions pas que forcément, une révolution implique un changement, donc une adaptation au changement, et qu'il faut le temps, il faut être patient. Voilà. Mais contribuons et nous changerons le monde. Ça fait très pub, ça, non? C'est très pubant. Parfait. Voilà. Je vous donne mes coordonnées. C'est bon? Oui, j'ai compris. Ok. Alors, on avait peut-être les... Merci beaucoup.